Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël. Laissez-moi vous parler un peu de moi. Je suis chez Bright Data depuis plus de 6 ans maintenant. J'ai été consultant en solutions, architecte de solutions, et j'ai aidé les clients à atteindre leurs objectifs en matière de collecte de données depuis très longtemps. Et je veux partager une partie de cette expérience avec vous. La nouveauté, ce sont maintenant les scrapers sans serveur. Les fonctions de scraping, comme nous les appelons, plongeons dans le sujet. Alors d'abord, je veux passer en revue le pipeline moderne, de ce à quoi ressemble la collecte de données aujourd'hui. Je veux dire, au fil des ans, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà fait du scrapping. Vous savez, il y a peut-être 7 ans. C'était beaucoup plus simple. Les antibots n'existaient pas. Les pages étaient plus ouvertes et les données étaient plus accessibles. Maintenant, il existe toute une industrie qui essaie d'empêcher l'accès aux données publiques par les scrapers. Donc, nous allons discuter de la manière de faire fonctionner cela. Et le principal objectif ici est de savoir comment nous pouvons faire fonctionner cela sans avoir l'infrastructure, n'est-ce pas? Donc, comme nous parlions du scrapping sans serveur, n'est-ce pas? Le pipeline de données actuel ressemble à cela, n'est-ce pas? Donc, d'abord, évidemment, vous avez besoin de proxy, de rotation d'IP. C'est très facile. Si vous avez une seule adresse IP, vous allez accéder à quelques pages et vous allez être bloqué. Donc, les proxys sont indispensables. Ensuite, il faut débloquer, n'est-ce pas? C'est la deuxième étape. Le site web essaie de vous bloquer. Il essaie de détecter un trafic irrégulier. Cloudflare, Akamai, je suis sûr que certains d'entre vous sont familiers avec cela. Donc, vous devez le débloquer, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez besoin d'un navigateur. Si c'est un texte plus complexe, vous devez interagir avec la page, faire une recherche, entrer des données, puis obtenir les résultats, obtenir la page HTML, l'analyser, puis vous devez qualifier les données, n'est-ce pas? La qualité des données est très importante, surtout si vous traitez à grande échelle, n'est-ce pas? Donc, si nous avons un ensemble de données d'1 million d'enregistrements, de 10 millions d'enregistrements ou de 100 millions d'enregistrements, la validation est indispensable, n'est-ce pas? Alors, traitez les données, validez les données, puis vous devez les intégrer. C'est donc une très grande chaîne de choses qui doivent être faites, et je veux parler des 3 premières étapes d'accord. Le scrapping sans serveur remplace donc toutes ces étapes et rend le processus beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'infrastructure pour supporter les navigateurs. Vous n'avez pas l'infrastructure pour faire fonctionner les navigateurs sur les serveurs. La validation, le traitement, tout cela se fait en ligne, dans le cloud. Donc, cela vous fait littéralement gagner beaucoup de temps et la scalabilité, la fiabilité sont beaucoup plus élevées. Commençons par évaluer différents modèles de collecte de données web. Bien sûr, vous pouvez tout faire en interne. Disons que vous souhaitez embaucher quelques équipes de développement, acheter des serveurs, tout configurer et maintenir tout en interne. Honnêtement, je ne vois plus de raison de faire cela. J'ai réalisé de nombreux projets de scrapping avec de grandes entreprises et même les plus grands acteurs du marché. Personne ne le fait vraiment en interne aujourd'hui. Les gens louent des serveurs, n'est-ce pas? Par exemple AWS. Il n'y a tout simplement aucune raison de tout construire en interne. J'utilise toujours cet exemple. Imaginez que vous voulez construire une voiture, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à réinventer la roue. Vous n'avez pas à créer la roue. Achetez une roue qui a déjà été fabriquée, n'est-ce pas? Vous construisez toujours la voiture, mais vous n'avez pas besoin de créer toutes les pièces, donc en interne. Cela vous donne de la flexibilité car vous avez un contrôle total sur tout, les serveurs, le système d'exploitation que vous utilisez. Mais si quelque chose se casse, vous devez le réparer vous-même. Si quelque chose ne va pas, vous devez le résoudre. Donc, la maintenance est très élevée et cela demande beaucoup de ressources, de développement. Vous avez besoin de nombreux développeurs pour réellement maintenir cela. Le suivant est hybride. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas à inventer la roue. Louez-la, achetez-la, obtenez-la de quelqu'un d'autre. Cela réduit donc le nombre de personnes dont vous avez réellement besoin dans votre équipe, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir des équipes de développement, vous pourriez n'avoir besoin que d'un ou deux développeurs, en fonction de la tâche. Et en gros, vous utilisez des API et d'autres outils de scrapping qui vous aident à débloquer les sites web. Et
à obtenir les données, n'est-ce pas? Débloquer est donc probablement l'une des tâches les plus difficiles actuellement, surtout si vous traitez avec des sites web compliqués. Je ne suis pas sûr de combien d'entre vous font réellement du scrapping, mais pour ceux qui ont construit des scrapers et ont écrit du code eux-mêmes, vous êtes probablement familier avec le fait de passer peut-être un jour ou deux juste pour obtenir une réponse du site web. Parfois, cela peut prendre encore plus de temps. Parfois, vous pourriez tout simplement ne pas être en mesure de l'atteindre du tout. Puis, lorsque vous y parvenez et que vous l'exécutez à grande échelle, tout à coup, tout cesse de fonctionner correctement. Ainsi, l'hybride vous offre la possibilité d'utiliser d'autres outils qui vous aident à débloquer le site web. Et ensuite, vous vous concentrez davantage sur le traitement des données et la validation des données plutôt que sur la façon dont le site web répond avec les données. Et le troisième point est les données en tant que service. De nos jours, de nombreuses entreprises collectent des données en extrait et disposent déjà des données dont vous pourriez avoir besoin. C'est donc le conseil que je donne aux gens tout le temps. Si votre activité principale est de traiter les données, ne créez pas un département pour collecter les données. Cela vous coûtera plus cher que de les acheter et, de toute évidence, vous ne pourrez jamais créer un département aussi grand que les entreprises dont l'activité principale est de collecter des données. Par exemple, chez Bright Data, nous avons une équipe de plus de 20 personnes juste pour débloquer des sites web. Nous avons donc une équipe de déblocage qui travaille constamment, jour et nuit, pour s'assurer que les sites web fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils ne bloquent pas nos demandes. Donc, imaginez, rien que pour cela, vous devrez avoir 20 personnes pour le déblocage, ce qui est vraiment ridicule si votre activité principale est d'analyser les données ou de faire du machine learning sur les données. Donc, ne vous lancez pas là-dedans. Externalisez-le. Les données en tant que service sont la solution à adopter. Vous n'avez pas besoin de développeurs, pas besoin de quoi que ce soit d'autre, juste un peu de stockage pour conserver les données, puis concentrez-vous sur le traitement des données. Donc le scrapping sans serveur, n'est-ce pas? À mon avis, c'est l'avenir du scrapping. Personnellement, si j'ai un projet ou lorsque j'ai des projets, c'est de cette manière que je l'aborderai parce que, d'une part, c'est facile. B, je peux le faire sur mon ordinateur portable. Et C, je peux littéralement faire fonctionner des milliers de navigateurs sur mon ordinateur portable. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me connecter, d'écrire un code. Et c'est facile. Évolutif, élastique, c'est rentable. Souvent, j'ai constaté que cela vous fait économiser de l'argent au lieu de gaspiller de l'argent sur des développeurs, de dépenser de l'argent sur l'infrastructure des serveurs. Au lieu de cela vous fait simplement économiser beaucoup d'argent et c'est simple, c'est très simple. Nous allons parler de certains des produits. Vous pouvez littéralement créer un collecteur en 20 ou 30 minutes et je vais vous montrer un exemple de cela. L'autre jour, je lisais Reddit et je suis tombé sur ce fil de discussion et c'est vrai, n'est-ce pas? Donc ce gars essayait depuis 2 mois de Il a essayé de faire du scrapping en utilisant Lambda et après 2 mois, il a simplement abandonné. Lambda est un endroit incroyable si vous voulez faire des choses simples correctement. C'est une infrastructure cloud où vous pouvez exécuter des scripts, mais lorsque les choses deviennent plus compliquées, lorsque vous devez exécuter un navigateur, maintenir une session ou faire interagir des fonctions entre elles, cela devient un vrai casse-tête. Donc, le scrapping, comme le scrapping sans serveur, est incroyable. Lambda vous donne en fait un peu mal à la tête, donc si vous voulez faire du scrapping sans serveur, je ne le recommande pas. Et comme vous pouvez le voir, et si vous en lisez à ce sujet, cela devient très compliqué à grande échelle. Je voulais juste dire que si vous aimez le bonheur et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ne tentez pas de le faire. Il existe de meilleures façons de s'y prendre. Donc l'orchestration, le déblocage et l'interaction sont très complexes. C'est essentiellement le haut de un diagramme de la façon dont les choses devraient se passer, n'est-ce pas? Donc, vous commencez. Avec votre entrée, elle doit avoir une empreinte de navigateur, n'est-ce pas? Vous devez donc vous assurer qu'elle ressemble à un vrai navigateur. Sinon, elle va être bloquée.
Les en-têtes de référence. Très important pour ceux qui ne savent pas ce que sont les en-têtes de référence. C'est essentiellement un en-tête qui vous indique le site web d'où vous venez. Souvent, rien qu'en ajoutant, disons, une référence de Google, à partir de la recherche Google, cela augmente littéralement le taux de réussite. J'ai constaté qu'ajouter google.com en tant que référent augmente le taux de réussite. De 20 à 30%, c'est aussi simple que cela. Gérer les cookies. Les cookies sont très importants. Les cookies de session, différents cookies d'autorisation. Il est important d'obtenir ces cookies. Parfois, il suffit d'aller à une page, de charger les cookies, puis de se diriger vers la page du produit pour augmenter le taux de réussite. Gestion de l'agent utilisateur. L'agent utilisateur est la partie la plus importante car si vous ne spécifiez pas d'agent utilisateur, il est très probable que vous utilisiez un agent utilisateur par défaut. Si vous envoyez une requête en utilisant une bibliothèque comme Axiom, alors l'agent utilisateur sera Axiom. Si vous utilisez un Chromium, l'agent utilisateur sera Chromium. Vous devez vous assurer que l'agent utilisateur est le véritable navigateur. Si vous ne voulez pas être bloqué par ces systèmes de détection, différentes zones géographiques, n'est-ce pas? Vous voulez voir à quoi ressemble le site web depuis différentes zones géographiques où le site est restreint par zone géographique. Donc, assurez-vous d'utiliser la bonne zone géographique. Si, après tout cela, vous devez toujours résoudre le CAPTCHA, vous devez le faire. Il existe des sites web où le CAPTCHA est à 100%. Peu importe ce que vous faites, vous devez le résoudre. Réessayer avec une nouvelle IP. Au fait, dans les cas où le CAPTCHA n'est pas toujours présent, il est parfois plus facile de réessayer que de résoudre le CAPTCHA, donc à mon avis. Si vous obtenez un CAPTCHA, essayez avec une autre IP, voyez si cela aide. Ensuite, vous devez rendre le JavaScript et les scripts d'interaction. Par exemple, si vous souhaitez effectuer une recherche, vous devez taper et faire apparaître une sorte de tableau que vous souhaitez scraper. Donc, pour orchestrer tout cela, c'est une tâche très complexe, tout comme nous l'avons vu et lu précédemment dans Lambda. C'est pratiquement impossible car il y a tellement de différentes parties mobiles dans le... C'est ici que je souhaite introduire les fonctions de scrapping. Les fonctions de scrapping sont essentiellement une infrastructure sans serveur que Bright Data a créée pour aider les gens à collecter des données. Nous avons donc essentiellement rassemblé tout ce que nous savons sur les proxys, tout ce que nous savons sur le déblocage, et nous l'avons mis en un seul endroit pour vous aider à créer des scrapers rapidement. À moindre coût, de manière fiable et évolutive, vous exécutez vos scrapers à 100% dans le cloud, ce qui signifie que, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez littéralement le faire en déplacement sur votre ordinateur portable, vous connecter à l'IDE, le créer, l'exécuter. Il existe des modèles préfabriqués pour accélérer le processus de développement. Vous pouvez charger un modèle, l'éditer et le modifier automatiquement. Une fois que vous créez un collecteur, vous obtenez une API dédiée avec, ce qui signifie qu'une fois que vous avez construit le collecteur, vous pouvez l'initier en envoyant un appel API. Et bien sûr, une infrastructure de déblocage de proxy intégrée, je pense que c'est la chose numéro 1 que ce produit possède. Car lorsque vous n'êtes pas bloqué, la collecte de données est tellement plus facile, mise à l'échelle automatique pour les sessions concurrentes, ce qui signifie que si vous souhaitez scraper 1000 pages en même temps, c'est possible. Et bien sûr, aperçus en direct, journaux d'exécution, débogage et plus encore. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple, non? Nous avons l'IDE où vous développez le scraper, le crawler et l'infrastructure de proxy et de déblocage est déjà intégrée. Vous obtenez également des tableaux de bord de surveillance. Vous pourrez donc surveiller le taux de réussite. Vous pourrez voir l'historique de ce qui a été fait, combien vous avez dépensé par tâche, différents types de configuration, la configuration de livraison et la configuration de sortie. Et je vais vous montrer cela en direct dans un instant où nous allons en fait construire un collecteur et passer en revue le collecteur ensemble. Et bien sûr, chaque collecteur a une préférence de livraison. Peu importe ce avec quoi vous travaillez, nous supportons à peu près tout ce qui existe. Donc, les fonctions de scrapping, composants clés. Nous avons un code d'interaction où vous interagissez essentiellement avec la page, vous faites des requêtes GET et POST, vous naviguez, vous cliquez, vous tapez jusqu'à ce que vous atteigniez les données que vous souhaitez collecter.
Et ensuite, nous avons le code de parsing qui est essentiellement, une fois que vous êtes arrivé à l'endroit souhaité et que les données sont là, vous déclenchez le code de parsing et parsez le HTML. Il prend en charge jQuery. Donc, il est assez simple d'écrire un script de parser. Nous supportons également plusieurs étapes si vous souhaitez écrire un crawler araignée. Vous commencez par la page principale, vous collectez toutes les URL, puis vous ouvrez toutes les URL et ensuite vous allez de plus en plus loin. Vous pouvez créer plusieurs étapes et cela offre une très grande flexibilité pour construire des crawlers sur notre plateforme. Différents types d'agents, n'est-ce pas? Par exemple, certains sites web nécessitent une interaction, donc vous avez besoin d'un navigateur, mais pour d'autres sites, vous voulez juste récupérer le HTML et le parseur, n'est-ce pas? Donc, CodeWorker est essentiellement comme envoyer une requête curl et obtenir le HTML en retour. Je ne sais pas combien d'entre vous utilisent nos produits maintenant. Unlocker est très similaire à ce que c'est. C'est essentiellement une requête au serveur. Ramène-moi le HTML, tu obtiens le HTML, parsez-le. Ça fonctionne très rapidement et c'est évidemment la solution la moins coûteuse car tu n'utilises pas autant de ressources des serveurs. Mais bien sûr, il existe des sites web où vous devez interagir avec le site, vous devez résoudre le CAPTCHA, etc. Ainsi, le travailleur de navigateur. Est-ce destiné à des tâches plus sophistiquées qui nécessitent plus d'interaction avec le site web? Les fonctions de scrapping intégrées fonctionnent, n'est-ce pas? Donc, notre IDE a intégré tellement de fonctions différentes et je vais vous en montrer quelques-unes, mais certaines fonctions pratiques que je trouve incroyables, fermez le pop-up. Ainsi, à tout moment, vous pouvez spécifier quel est le sélecteur pour le pop-up. Si ce pop-up apparaît, il se fermera automatiquement. Attendre un élément visible. C'est standard? Non. Vous cliquez, vous voulez attendre que quelque chose se charge, attendre qu'il soit visible. Et l'un de mes préférés est l'autocapture. Prêt à l'emploi, nous résolvons environ 25 à 30 captures différentes simplement en tapant autocapture. Donc, si vous naviguez vers une page et que vous appuyez sur Capturer, tout ce que vous avez à faire est d'ajouter une commande Self-Capture et donc, fondamentalement, les principaux avantages sont que c'est un scrapping, c'est un développement de scrapping rapide. Vous pouvez, littéralement, j'ai construit des scrappers en 20-30 minutes. La partie la plus longue est généralement le parser. Donc, si vous voulez extraire, disons, 100 points de données, il n'y a rien de vraiment compliqué. Vous devez toujours écrire chaque ligne, donc ce nom est sélectionné, ce titre est sélectionné, ce prix est sélectionné, etc. C'est généralement la partie la plus longue. Mais nous avons ChatGPT, nous avons différents types d'IA qui peuvent littéralement vous aider à créer un code de parser, une gestion de proxy intégrée, réduire les coûts de maintenance et d'infrastructure. Maintenant, je veux passer à la démonstration en direct et je veux vous montrer exactement de quoi je parle. Ceci est mon compte de démonstration. Je ne sais pas combien d'entre vous ont des comptes chez nous. J'espère que vous en avez tous un, car cela ne vous coûte vraiment rien. Créez un compte. Vous pouvez déjà créer ces scrapers sans vraiment rien payer, n'est-ce pas? Ajoutez votre carte, obtenez un bonus, travaillez avec. Donc, j'ai ici un seul collecteur. C'est un collecteur de recherche Amazon. Et passons en revue un peu l'interface. Ce que nous regardons ici, une fois que vous avez construit un collecteur, vous aurez quelque chose comme ça. Ici, nous avons la configuration de sortie, nous avons la préférence de livraison, nous avons différentes propriétés qui a créé et ainsi de suite. Nous avons des statistiques des exécutions précédentes. Nous allons approfondir un peu cela. Je veux entrer dans le code et examinons à quel point il est simple de construire un collecteur Amazon qui fait essentiellement ce qui suit et je veux juste vous montrer rapidement sur le site web ce que fait ce collecteur, c'est qu'il va sur amazon.com. Nous faisons une recherche, par exemple, Xbox. Dans ce collecteur, je vais générer cette URL ici. Il n'y a vraiment aucune raison d'aller sur la page d'accueil. Nous pouvons littéralement naviguer ici. Donc, je génère cette URL. Ensuite, je vérifie combien de pages de produits nous avons ici. Puis, j'ouvre toutes ces pages et je collecte les URL des produits. Et ensuite, je vais à l'intérieur de chaque produit et j'extrais les données de cette page et c'est comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Donc, la première étape est la recherche de produits. Je veux examiner chaque ligne, donc pays, États-Unis. C'est ainsi que je spécifie que je veux utiliser une IP des États-Unis.
Si à un moment donné, je veux utiliser une adresse IP différente, GB, Grande-Bretagne ou autre chose, cela concerne le proxy et le déblocage. C'est une ligne de code. Nous allons utiliser les États-Unis. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas familiers avec JavaScript, je m'excuse. Notre interface de codage est actuellement uniquement en JavaScript. Il y a sur la feuille de route un support pour d'autres langues, mais c'est très simple. Vous n'avez pas vraiment besoin d'être un développeur JavaScript professionnel pour utiliser cette interface. C'est un peu comme, vous savez, c'est plus comme l'anglais, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas vraiment besoin de tout ça, c'est plus pour la pagination. Je l'ai rendu plus compliqué, cela pourrait être beaucoup plus simple. Nous créons l'URL, n'est-ce pas? Donc, comme vous pouvez le voir, c'est avec un S. Revenons à la page de recherche. Et ensuite, nous avons le mot-clé, n'est-ce pas? Donc ici, je crée la clé avec la recherche d'entrée. Ici, je crée une recherche pour iPhone, n'est-ce pas? C'est ma variable d'entrée. Et ensuite, je navigue simplement vers l'URL que nous avons construite. Donc, cette URL ici, référez-vous, rappelez-vous, toujours d'utiliser un renvoi, car si nous allons sur la page de recherche et que vous vérifiez les en-têtes de cette requête, vous verrez que le renvoi provient d'Amazon.com. Cela signifie que nous venons de cela, de la page Amazon.com, n'est-ce pas? Si vous effectuez une recherche ici, le renvoi est à Amazon.com. C'est important car cela augmente le taux de réussite partout. Ensuite, je vérifie la page maximale. Donc ici, j'ai besoin d'analyser à partir de la recherche. Combien de pages il y a? Donc, la seule chose que je veux extraire de cette page est ce composant ici, combien de pages il y a. Donc, dans jQuery, j'utilise le sélecteur pour extraire essentiellement combien de pages il y a, et s'il n'y en a pas, je fais juste une. Et ensuite, je crée une boucle, dans laquelle j'envoie à l'étape 2, d'accord? Donc, la prochaine étape ici, c'est quelles données j'envoie à la prochaine étape? J'envoie plus de pages, d'accord? Donc, plus de pages est la nouvelle URL que nous créons. Prenons juste un exemple, disons iPhone, et je veux faire 4 pages. Ici, nous exécutons un aperçu. Vous pouvez voir la navigation, l'analyse, boum. Donc, les enfants sont ce qui passe à l'étape suivante, étape 2. Et ici, nous avons la page 1, la page 2, la page 3 et la page 4. Passons donc à l'étape 2. Donc, cette étape en ce moment reçoit 4 entrées. Cela signifie qu'elle ouvre les 4 URL en même temps, n'est-ce pas? Donc, nous ne le faisons pas de manière asynchrone où c'est un après l'autre. Les 4 s'ouvrent en même temps. Ce que nous faisons maintenant, c'est que nous vérifions pour les URL des produits, n'est-ce pas? Donc, actuellement, nous sommes sur cette page. Nous en avons 4 ouverts. 1, 2, 3, 4 et nous voulons collecter toutes les URL des produits. Donc, pour toutes les URL des produits, nous créons un tableau et nous cartographions essentiellement tous les produits qui se trouvent sur cette page. Alors, par exemple, ouvrons la page 1. D'accord. Nous naviguons donc vers la page 1 et nous extrayons tous les produits qui s'y trouvent. Et encore une fois, veuillez prêter attention à cela. Ce sont 6 lignes de code, y compris les accolades. C'est encore 8 lignes de code. Ce n'est rien. C'est si simple. Par exemple, vous pouvez créer tout cela dans Visual Studio, mais la quantité de travail que vous devrez y consacrer est beaucoup plus élevée. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc ici, nous avons déjà toutes les URL de tous les produits et nous pouvons simplement, vous savez, nous pouvons en fait prendre une URL et y naviguer. Boum, URL du produit. Parfait. Donc, ce que nous faisons ensuite, c'est que nous naviguons vers la page. Nous extrayons les URL de tous les produits, puis je crée une boucle for et j'envoie ces URL individuellement à l'étape suivante. Donc, si dans les 4 pages de recherche, nous obtenons combien de résultats par page? Nous obtenons 16. Donc ici, nous avons 16 résultats, n'est-ce pas? Donc 4 fois 16, c'est 64. En gros, l'étape 3 consistera à ouvrir 64 fois en même temps, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'étape 3? Nous naviguons essentiellement vers l'URL du produit et de les analyser sur cette page. Je n'ai pas vraiment passé beaucoup de temps sur le code du parseur. Je veux dire, l'objectif de ce webinaire n'est pas de vous apprendre à
choisir les bons sélecteurs, n'est-ce pas? C'est quelque chose, encore une fois, que vous pouvez faire avec l'IA de nos jours, juste avec ChatGPT. Vous pouvez littéralement prendre cette page HTML, la mettre dans ChatGPT, puis dire « Hey, peux-tu me créer un parseur pour extraire A, B, C? » Et vous pouvez ensuite le coller ici. Ça fonctionne? C'est simple. Donc, ici. En gros, j'ai seulement configuré le titre, le prix et la description. Et encore une fois, vérifions l'une de ces entrées qui provenait de l'étape précédente envoyée à celle-ci. À l'étape 3, cela a pris un peu plus de temps. Essayons à nouveau. D'accord, cela a donc pris un peu plus de temps. Encore une fois, nous utilisons une véritable adresse IP résidentielle. Parfois, un proxy peut être un peu plus lent que d'habitude, mais en moyenne, cela devrait prendre quelques secondes. Donc ici, nous avons déjà le titre, nous avons le prix, nous avons la description et révisons cela rapidement encore une fois. Nous avons 12 lignes de code avec 3 lignes de code, 15. Nous avons encore 6 et 8 et nous avons encore 4. C'est littéralement comme 40 lignes de code qui font ce qui suit. La recherche va sur chaque page, va sur chaque produit et extrait des données. Pour ceux qui ont construit des scrapers dans un code visuel ou toute autre interface de codage, les avantages sont évidents ici. C'est pourquoi vous pouvez construire un collecteur en 20 minutes. Maintenant, laissez-moi vous donner des informations un peu plus détaillées sur ce qui se passe réellement ici, car toutes ces fonctions peuvent vous sembler très similaires. Par exemple, nous avons le clic, nous avons la saisie et nous avons tout le reste dont vous pourriez avoir besoin pour collecter des données. Lorsque vous cliquez, disons dans Selenium ou Puppeteer, la souris se téléporte instantanément vers le sélecteur, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de mouvement de souris, c'est une téléportation. Si vous traitez avec un site web qui utilise des traceurs, je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec cela, mais il existe des sites web qui envoient littéralement des paquets d'informations toutes les quelques secondes, même si vous ne faites rien, n'est-ce pas? Amazon ne le fait pas vraiment, mais il y a d'autres sites web où vous verrez des requêtes être envoyées. Oh, ici, nous avons quelque chose qui arrive, mais ce ne sont pas les paquets, ça continue juste à arriver, à arriver, à arriver, et vous ne faites rien, et vous vous demandez qu'est-ce que c'est. C'est essentiellement le site web qui enregistre ce que vous faites, vos mouvements de souris, le temps que vous passez sur la page, le temps que vous faites défiler vers le bas, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme vérifier vos métriques. Donc, lorsque vous cliquez dans notre IDE, il a essentiellement beaucoup de mouvements de souris préenregistrés différents pour imiter un véritable humain. Type, même chose, erreur, faute de frappe, retard, différents types, vitesse, etc. Donc, lorsque vous écrivez un code dans cette interface de codage, cela imite un comportement humain réel. Donc, par exemple, toutes ces étapes que vous avez ici ne seront pas exécutées en même temps. De petits délais entre eux. Donc, si vous traitez avec un site web sophistiqué qui utilise Akamai ou quelque chose de similaire, c'est littéralement comme essayer de surveiller le comportement des gens à grande échelle. Quand ils voient des milliers de personnes adopter le même comportement, ils pensent qu'il s'agit d'un bot et nous bloquent. Celui-ci randomise tout. Donc, c'est un outil incroyable pour contourner les blocages. C'est un outil incroyable pour créer rapidement des scrapers. Et il suffit de ça, vous n'avez besoin de rien d'autre, juste de votre ordinateur portable, n'est-ce pas? Construisez-le ici, puis exécutez-le à l'extérieur. Une fois que nous avons construit le collecteur, nous l'enregistrons. Revenons à l'autre fenêtre avant. Voici ce que nous obtenons. Donc, la configuration de sortie, n'est-ce pas? Comme nous n'avons pas un énorme code de parseur, c'est un peu simple ici, mais nous avons les paramètres d'entrée et nous avons le schéma de sortie. Disons qu'à un moment donné, vous voulez changer le titre en nom, vous n'avez pas vraiment besoin de changer le code, tout ce que vous devez faire, c'est aller dans le schéma de sortie et le changer en nom. Disons que vous voulez changer le prix. Assurons-nous qu'il s'agit d'argent et qu'il a un signe $, d'accord? Donc voilà, comme ça, le prix aura maintenant un signe $.
Et la description, n'est-ce pas? Vous pouvez littéralement modifier la sortie, son apparence. Vous pouvez également ajouter des données supplémentaires que nous avons préconstruites. Vous voulez un horodatage. Bien sûr, activons l'horodatage pour vous assurer de savoir quand c'est a été extrait. D'accord. Donc, vous voulez voir l'entrée aussi? Activons cela. Vous voulez une capture d'écran. Bien sûr, prenons une capture d'écran de la page. Vous voulez le HTML de la page? Bien sûr. Faisons cela aussi, et ainsi de suite. D'accord. Donc, juste comme ça, j'ai ajouté pour extraire le HTML. Je prends une capture d'écran. C'est très simple, et cela vous aide à travailler. Cela vous donne de la flexibilité sur ce que vous pouvez faire. Et c'est rapide, c'est facile, et vous n'avez pas toujours besoin de l'ouvrir, d'ajouter des lignes de code. Des modifications peuvent être effectuées ici. De plus, vous avez la préférence de livraison. Ainsi, dès le départ, vous disposez de différents formats dans lesquels les données peuvent être livrées. Aujourd'hui, vous voulez du CSV, aujourd'hui, vous voulez du JSON. Il vous suffit de cliquer sur ces boutons ND, JSON. Quel que soit le format que vous souhaitez, il est facilement interchangeable en cliquant sur ces boutons. Nous avons également deux types de collecteurs. Nous avons un collecteur en temps réel ou en cours d'utilisation. Quelle est la différence? La différence est très simple. Disons que vous avez une plateforme où les gens interagissent, cliquent et vous voulez avoir un bouton qui envoie un appel API à notre collecteur pour extraire les données et les renvoyer dès que possible. C'est du temps réel, n'est-ce pas? Donc, le collecteur est en attente, toujours prêt à recevoir des entrées. Dès qu'il arrive, il traite et vous fournit les données. Ou vous avez, je ne sais pas, une liste de 1 million d'entrées que vous voulez simplement y mettre. Une fois le traitement terminé, les données vous sont livrées. Quel que soit le flux de travail, c'est ça. Si vous travaillez avec un lot, je recommande de diviser les données, n'est-ce pas? Donc, si vous obtenez, je ne sais pas, un fichier de 10 gigaoctets avec 100 millions de lignes, cela pourrait être un peu difficile à traiter. Beaucoup d'ordinateurs ne peuvent tout simplement pas le gérer. Vous pouvez donc réellement diviser les données en lots de 10 000 enregistrements au lieu d'un seul fichier contenant 100 millions d'enregistrements, ou selon la préférence. Eh bien, la livraison par API, donc évidemment, vous déclenchez le collecteur avec une API, vous pouvez télécharger les données via l'API, cela fonctionne. Mais disons que vous voulez créer une automatisation, où un script est exécuté lors d'une livraison de données. Donc, disons que la collecte des données est terminée. Elles sont livrées à votre webhook. Et ensuite, vous avez un script qui traite, fait une sorte d'apprentissage automatique, et ainsi de suite, où cela peut déclencher un autre collecteur. Donc, ici, vous pouvez construire un flux entier de différents collecteurs, qui font différentes choses. En plus de l'apprentissage automatique, nous avons des clients avec des configurations très complexes où un collecteur collecte une donnée, elle est traitée, puis il y a un autre appel API pour collecter un autre collecteur, et à la fin, ils ont un grand ensemble de données qu'ils construisent avec différents collecteurs et l'enrichissent à partir de différentes sources. Donc, vous pouvez faire cela aussi, tout est très simple. Configurez-le webhook. Nous avons Amazon S3 si c'est ce que vous préférez, Google Cloud, Microsoft Azure, nous avons SFTP, même Alibaba Cloud, n'est-ce pas? Donc, si quelque chose n'est pas ici, ce dont je doute vraiment, nous pouvons toujours l'ajouter, n'est-ce pas? Nous essayons toujours de couvrir tous les types de stockage avec lesquels les gens travaillent. Je pense que cela couvre à peu près tout. Évidemment, nous avons différents types. Nous avons une phase de développement et une phase de production. Donc, si vous êtes en production et que vous souhaitez travailler avec le collecteur et expérimenter avec, vous pouvez le définir comme une étape de développement. Et ensuite, vous travaillez uniquement en mode développement. Ce n'est pas en production. La production fonctionne sur l'autre version. Et ensuite, une fois que vous êtes prêt, vous le publiez en production. Différentes notifications, tout cela est automatiquement construit pour vous. Juste pour que tu comprennes, d'accord. Pour construire tout cela dans un code, tu peux développer tout ça, n'est-ce pas? Mais cela représentera des milliers et des milliers de lignes de code et cela vous prendra des semaines pour le développer. Pourquoi? Ici, c'est déjà disponible pour vous. Donc, évidemment, vous pouvez l'initier par API. Voici un exemple de la façon dont cela se fait, n'est-ce pas? Donc, en gros, vous envoyez les données, les paramètres dont nous avons besoin pour effectuer la recherche. Ici, nous avons deux paramètres. Comme je vous l'ai montré précédemment, nous avons la recherche et combien de pages nous sommes intéressés à collecter. Et c'est à peu près tout. Une fois que nous déclenchons cela, vous obtenez un ID de travail. Ensuite, avec un ID de travail et un ID de collection, vous pouvez en fait extraire les données, si c'est un téléchargement via API.
Ici, nous pouvons voir les exécutions précédentes. J'ai exécuté ce collecteur plusieurs fois. En fait, essayons-le, exécutons-le. Je veux collecter 2 pages sur l'iPhone. Faisons 3 pages sur Xbox. Faisons 4 pages sur Samsung. Je ne sais pas. Jouons à la PlayStation 5. Faisons une page. D'accord? Alors, tu cliques sur Démarrer. Nous pouvons voir ici que nous avons 4 entrées, n'est-ce pas? Voyons. Cela va commencer avec 4 pages, n'est-ce pas? Donc, la première étape consiste en 4 pages de recherche. Ensuite, nous allons additionner sur les pages combien de pages j'ai sélectionné. Ici, vous pouvez télécharger d'ailleurs le fichier d'entrée au cas où vous auriez oublié avec quoi vous l'avez exécuté. Et aussi, pendant qu'il fait cela, nous avons un abonnement. Disons que vous voulez exécuter des entrées tous les jours, d'accord? Donc, à 9 heures chaque jour. Sélectionnez le calendrier, puis présélectionnez les entrées que vous souhaitez et créez un emploi du temps que le collecteur suivra. C'est assez simple. Si vous voulez l'exécuter une fois par jour, ça fonctionne. Si vous souhaitez exécuter différentes entrées à différents moments de la journée, alors ma recommandation est d'utiliser l'API. Il existe de nombreux autres services, comme les services de déclenchement d'API, avec des minuteries que vous pouvez utiliser. Et voyons ici. Évidemment, pour les versions, vous pouvez signaler des problèmes. Nous sommes ici pour vous aider si vous rencontrez des difficultés. Nous avons des enregistrements qui arrivent, des explorations échouées. N'ayez pas peur des explorations échouées. Les pages peuvent échouer, mais nous avons un mécanisme de réessai en arrière-plan qui réessaie automatiquement les demandes échouées. Donc, comme vous pouvez le voir, il a collecté 26 sur les 38 et ces 2 échecs seront réessayés une fois le cycle terminé. Nous pouvons déjà prévisualiser certaines des données avec un aperçu rapide. Donc ici, nous avons... Je n'ai pas enlevé les espaces. Dans la description a des espaces vides, mais vous pourriez ajouter cette fonction trim dans le code si vous le souhaitez. Passons rapidement en revue comment cela se fait. Pour ceux qui connaissent jQuery, nous avons bien une fonction trim. Peut-être que nous devons l'ajuster un peu plus. Je suppose que c'est parce que j'extrais cela, n'est-ce pas? Et la structure est des graphiques précédents, n'est-ce pas? Donc, nous avons. Il serait probablement mieux de l'extraire sous forme d'un tableau d'objets. Encore une fois, je ne suis pas ici pour vous enseigner le parseur. L'objectif ici est que nous puissions accéder aux données sans être bloqués. Nous pouvons accéder aux données rapidement. Nous pouvons les faire évoluer très rapidement. Revenons rapidement aux statistiques. Nous avons déjà 38 enregistrements. Il y a encore 90 enregistrements. Ça collecte, ça fonctionne. C'est bien l'objectif ici, n'est-ce pas? J'ai littéralement eu des projets où un client avait besoin de données rapidement, en une demi-heure, lors d'un appel avec lui. Nous avons construit un collecteur, nous l'avons exécuté et nous avons collecté 1 million d'enregistrements en quelques heures. Et c'est l'objectif. Si vous avez un projet et que vous aviez besoin des données hier, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà été dans cette situation où j'ai besoin des données hier. C'est un outil incroyable pour obtenir vos données rapidement. Ce n'est pas cher, n'est-ce pas? Donc, dans de nombreux cas, j'ai constaté que cela revient moins cher que d'utiliser un proxy résidentiel avec un navigateur. C'est parce qu'ici, vous ne payez pas pour la bande passante. Le prix est par chargement de page, juste pour que vous compreniez, d'accord? Chargement de page. Alors, sais-tu combien pèse une page sur Amazon? Alors, faisons vite. Effacez le cache et les cookies et regardons ici combien de bandes passantes est réellement transférée lorsque vous ouvrez la page. Déjà 10 mégaoctets. Et ceci n'est qu'une seule page produit, 12 mégaoctets de données, 13 mégaoctets, 14, et donc c'est beaucoup de données. Tout cela représenterait un chargement de page. Donc, dans de nombreux cas, cela revient moins cher. Et donc, en gros, c'est le produit que je recommande et avec lequel vous pouvez vous inscrire chez nous. Jouer avec, cela ne vous coûte rien de créer ces collecteurs. Si vous allez les exécuter à grande échelle, bien sûr, oui, mais pour créer, pour exécuter le code, tout cela est ouvert pour vous. Vous pouvez voir l'aperçu ici.
Souviens-toi, nous avons parlé. Je t'ai parlé du navigateur et du travailleur de code. C'est ici que tu choisis cela. Tu peux faire une capture d'écran, tu peux tout voir. Je le recommande vivement, surtout pour les personnes qui aiment créer des collecteurs. C'est un outil incroyable qui fonctionne à merveille. Je veux également mentionner quelques autres choses que Bright Data propose pour les personnes qui ne souhaitent pas vraiment s'impliquer dans la création des collecteurs. Nous avons des API de scrapping déjà préconstruites pour de nombreux sites web, donc vous pouvez littéralement envoyer une API avec une entrée et obtenir les données. Nous avons des ensembles de données que vous pouvez déjà acheter. Vous n'avez pas toujours besoin d'un département pour collecter des données. Regardez autour de vous. Il existe de nombreuses sources où vous pouvez acheter ces données. Vous avez différents types d'outils que vous pouvez utiliser. Vous n'avez pas besoin de services, vous n'avez pas besoin d'infrastructures. Et c'est tout simplement plus fiable, car lorsque vous avez une équipe entièrement dédiée à la collecte de données, c'est beaucoup plus fiable que lorsque vous avez une équipe chargée de traiter les données qui essaie également de les collecter. Cela ne fonctionne pas. À ce stade, je souhaite ouvrir notre session de questions-réponses et je veux voir s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, quelque chose qui pourrait surgir ou quelque chose qui n'a pas été abordé. Homer, les gars, y a-t-il quelque chose qui devrait être abordé? Voyons voir. Il n'y a rien qui reste sans réponse. Je suis sûr que les gens posent de nouvelles questions au fur et à mesure. Voilà. Quelles sont les réglementations dont il faut tenir compte lors du scrapping? Une partie que j'ai oublié de mentionner, et merci d'avoir soulevé cette question, donc, en coulisses, notre interface de codage, et laissez-moi arrêter de partager mon écran pour que vous puissiez me voir et que nous puissions avoir une petite conversation. Sous le capot, notre IDE a des limitations intégrées, n'est-ce pas? Nous surveillons donc en permanence les sites web que nous scrapons ou que vous scrapez via notre interface de codage pour nous assurer que nous ne les DDoS pas. En utilisant nos services, vous vous assurez déjà que le site web ne sera pas endommagé. Nous allons vous ralentir un peu si nous constatons que la réponse du site web diminue. Et vous ne pouvez collecter que des données publiques, n'est-ce pas? C'est donc le principal. Nous vous aidons uniquement à collecter des données disponibles publiquement. Cela signifie que si vous essayez d'utiliser notre service pour vous connecter, nous bloquerons cette demande. Vous ne pourrez pas accéder aux données privées. Donc, en gros, lorsque vous utilisez cela, vous ne pouvez pas avoir de problème. Nous vous empêchons de faire quelque chose qui pourrait vous causer des problèmes juridiques. Y a-t-il un scraper préconfiguré pour Zillow? Peut-il être modifié? Je ne suis pas sûr des modèles disponibles. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Je viens de vérifier. Nous en avons un, parfait. Donc, il y a un modèle Zillow avec lequel vous pouvez commencer. Gardez à l'esprit, les gars, que les modèles sont mis à jour de temps en temps, mais cela ne signifie pas qu'ils fonctionneront immédiatement. Principalement, les sélecteurs changent, donc si vous chargez un modèle, vérifiez que les sélecteurs sont toujours ce qu'ils sont, mais dans l'ensemble, le flux devrait rester le même. Comment le cours sur les scrapers sans serveur se compare-t-il aux solutions plus traditionnelles basées sur serveur pour le scraping à volume élevé? Donc d'accord, afin d'avoir et avec le scrapping avec des serveurs et vous devez exécuter un navigateur. Vous devez obtenir, je ne sais pas, des instances EC2, peut-être 5, 10, selon le nombre de navigateurs que vous souhaitez exécuter. Je veux dire, combien d'entre vous ont essayé de faire fonctionner Puppeteer ou Selenium sur leur propre ordinateur? Sur mon laptop de travail, je peux faire fonctionner environ 15 ou 20 navigateurs. J'ai vérifié cela. Avec 15 ou 20 navigateurs, collecter 100 millions d'enregistrements prendra une éternité. Je ne tenterai même pas, donc, pour collecter autant de données, vous devez avoir au moins 1000, peut-être 2000 navigateurs. Vous avez donc besoin d'instances plus puissantes et cela coûte beaucoup d'argent. Donc, rien qu'en ayant besoin des serveurs, vous pouvez dépenser quelques milliers de dollars. Uniquement pour les serveurs, sans le proxy, sans aucun déblocage, sans aucun développement, juste en louant les serveurs, parce que vous devez traiter beaucoup de données. Le scrapping sans serveur élimine tout cela. Vous payez essentiellement, comme je l'ai dit, dans notre exemple, par chargement de page, même sans les serveurs, cela revient parfois moins cher que d'utiliser le proxy, n'est-ce pas? Donc, je l'ai comparé, je n'ai même pas touché à l'infrastructure, n'est-ce pas?
J'ai comparé l'utilisation d'un proxy résidentiel avec cette interface comme si nous ne parlions même pas des prix. Donc, cela revient beaucoup moins cher à la fin parce que, vous ne payez que pour le chargement de page. Dans notre cas, je suis sûr qu'il y a d'autres fournisseurs qui vous facturent peut-être pour la bande passante, etc. Mais avec nous, vous ne payez que par chargement de page. Charger une page, payer pour une page. Peu importe le nombre de requêtes en arrière-plan, cela revient donc beaucoup moins cher que d'avoir toute cette infrastructure avec des développeurs et de la maintenance. Et puis, quand quelque chose échoue, ici, vous ouvrez un ticket. Là, vous payez un développeur pour passer une semaine à essayer de comprendre le problème. Donc, encore une fois, si votre activité principale n'est pas la collecte de données, ne commencez pas à créer tout un département pour cela. Ce n'est tout simplement pas rentable. Avez-vous des scrapers pour des conférences médicales sur Google Scholar? Je ne sais pas. Si nous en avons, je ne crois pas que nous ayons des scrapers prédéfinis. Encore une fois, vous pouvez le construire vous-même ou nous pouvons le faire pour vous. Nous avons également un service où nous pouvons construire ces scrapers pour vous. N'hésitez pas, contactez-nous, ouvrez un compte. Nous pouvons vous aider à collecter les données médicales. Certains des sites dont nous extrayons des données sont en réalité des sites d'abonnement payants. Nous devons nous connecter pour accéder aux données. Donc, malheureusement, lorsque vous vous connectez, vous acceptez des termes et conditions et cela devient déjà des données privées. Bright Data ne vous aide pas à collecter des données privées. Ce n'est pas quelque chose avec lequel nous pourrons vous aider en raison des réglementations et de la conformité au RGPD ainsi que d'autres réglementations. Nous ne pouvons tout simplement pas accéder aux informations derrière un identifiant. Désolé. Scraper LinkedIn, oui, disponible publiquement. Nous avons un modèle. N'hésitez pas, créer, charger. En fait, vous pouvez littéralement cliquer pour naviguer vers une URL de LinkedIn et cela s'ouvrira car la technologie de déverrouillage est si puissante que vous ne vous faites pas bloquer. Donc, si vous souhaitez collecter des données publiques de LinkedIn, choisissez le pays, États-Unis, et naviguez vers l'URL d'entrée. L'URL d'entrée est un profil ou une entreprise et elle s'ouvrira et se chargera pour vous. Ensuite, il vous suffit de l'analyser comme vous le souhaitez. Je pense que notre temps est écoulé. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici aujourd'hui. Merci Rafa d'avoir pris les devants et d'avoir donné cette superbe démonstration. Et si quelqu'un a des questions complémentaires, vous pouvez contacter Rafa sur LinkedIn, trouvez-le ou envoyez-lui un email à rafaelabrightdata.com et je suis sûr qu'il sera content. Oh, voilà. Code QR Candy. Ne soyez pas un étranger. Merci à tous d'être venus. J'apprécie votre temps et j'espère que vous le trouverez utile. Inscrivez-vous, ouvrez un compte, amusez-vous avec. En tant que personne qui écrit du code, j'ai écrit beaucoup de scrapers dans Visual Code. J'aime créer des collecteurs dans un IDE. C'est amusant parce que la plus grande frustration vient des blocages. Et quand vous n'êtes pas bloqué, c'est une expérience différente. Essayez-le. Super, merci. Passez une bonne journée.